au sein de la Belle Démocratie, mais peut-être également dans un autre collectif de collectifs qui s'appelle Pouvoir Citoyen En Marche. Donc tout ça, ça représente pas loin d'une centaine de différents mouvements citoyens, associations et autres. Ça va des colibris aux Roosevelt, etc. Mais également des mouvements qui s'impliquent pour les législatives. Et tous ces gens-là mettent en place, normalement, dans les prochaines semaines, très très vite, une cartographie avec les différentes circonscriptions dans lesquelles chacun sera présent. Voilà, pour se mettre en contact, en relation et éviter de trop se marcher dessus. Est-ce qu'on va essayer de se coordonner le mieux possible pour que les différents mouvements citoyens, tels que ceux qu'on vient de citer, se répartissent en quelque sorte les circonscriptions pour espérer qu'il y ait le maximum de députés de ce genre-là qui aboutissent? Une des commissions qu'on a organisées, elle consiste à tisser des relations avec les autres mouvements citoyens. Et on avait rencontré Ma Voix dans le cadre de la Belle Démocratie. Donc, c'est évident qu'entre tous les mouvements citoyens, il n'y aura pas de guerre. Tout à l'heure, je parlais de réunion mafieuse, ça en prend un peu la forme. Mais où il y a le tas, c'est un peu pareil. Mais voilà, évidemment qu'il n'y aura pas de confrontation frontale, ça n'en est pas question. Après, vous l'avez senti, nous, on veut gagner les élections. On veut vraiment les gagner dans nos circonscriptions. On ira se battre. Ce ne sera pas des candidatures de témoignage, ce n'est pas votre cas non plus. Donc, quand on veut partir ensemble, il faut construire quelque chose au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et nous, on est absolument, plus que tu en fais la proposition, on est plus que ravis de discuter avec vous de candidatures communes. Effectivement, l'idéal serait que ce soit plus qu'une simple répartition, que les gens qui sont dans les circonscriptions concernées prêtent main forte à l'autre mouvement. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'assister à une séance plénière au Parlement européen. Et ils votent peut-être, je ne sais pas, 500 lois par jour. Enfin, c'est complètement effrayant. Et ouais, à main levée, c'est 4 secondes, enfin, c'est complètement terrifiant. Et ma question, c'est, vous portez et vous prenez position que sur des questions sur ces 6 points ou sur toutes les autres? Et si c'est le cas, comment vous faites pour avoir l'avis de tout le monde 500 fois par jour? Moi, je trouve que le constat, il est plaisant et je pense qu'il fédère les mouvements citoyens, mais en revanche, je trouve que l'écueil, souvent, des mouvements citoyens, c'est de ne pas assez creuser les solutions. Et là, effectivement, c'est vraiment la question qui me vient à l'esprit quand j'entends ces propositions. Ok, réforme des institutions, sur les mandats, sur l'indépendance, voilà. Mais ensuite, effectivement, bon, déjà, vous avez parlé de l'agenda au Parlement, et ce ne sera pas forcément le vôtre. Et puis surtout, il y aura d'autres choses qui vont être discutées, des choses hyper techniques, mais concrètement, ça pose beaucoup de questions. Si on passe par une plateforme numérique, qui participe? Est-ce que les gens ont envie, même tous les soirs, tous les jours, de donner leurs avis sur des sujets hyper techniques? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans le sens d'un tirage au sort et que les gens n'ont pas de choses à dire, mais en revanche, cette solution qui vise en fait à marcher par une espèce de simili-référendum constant et en même temps écoute de sa circonscription, je trouve que c'est ce qu'il faut creuser. Et en fait, je pense qu'inévitablement, il faut se positionner avant d'aller aux élections sur les grands sujets, écologie, économie, etc. Et on ne peut pas en faire l'économie, en fait, arriver de dire on a nos idées sur les institutions, mais tout le reste, on verra avec la circonscription. J'ai pas l'impression que ça marche. Nous, on pense que l'urgence aujourd'hui, c'est la question institutionnelle. On pense que l'urgence, c'est de réformer le cadre dans lequel s'inscrivent les politiques de fond et la manière dont sont construites nos lois et dans la manière dont fonctionne le système politico-institutionnel. On considère que c'est de par son mauvais fonctionnement actuel qu'on a une crise qu'on connaît, qu'on a une désaffection des citoyens pour le fonctionnement de la politique. Et à nous, la démocratie n'a pas vocation à être un parti de gouvernement ou un parti d'opposition classique. À nous, la démocratie, moi, je considère que c'est un parti de transformation. Et donc, un peu à l'instar de ce qu'ont pu faire les écolos dans les années 80 qui ont fait émerger la question écologique dans le débat, nous, on veut faire émerger la question institutionnelle. On veut dire, écoutez, on évolue en fait dans un gouvernement représentatif, un système de gouvernement représentatif qui n'est pas une
réelle démocratie, sens de principe. Donc, en tout cas, on veut vous interroger à ce sujet, on veut que vous y réfléchissiez, on vous propose une alternative. Et comme vous le dites, très bien, peut-être que tout le monde n'est pas prêt à s'impliquer. Moi, je crois que les gens sont prêts à s'impliquer. Mais en tout cas, on fait émerger la question. Pardon, j'ai une suggestion. Hakim, qui est du mouvement Synergie dont on a parlé, nous aide sur l'ingénierie de la consultation. Parce qu'avant d'aller aux élections, on va aussi faire émerger un certain nombre d'amendements. On en a parlé tout à l'heure brièvement, mais on veut arriver aux élections avec une quinzaine d'amendements proposés par les citoyens. On ne va pas y aller juste comme ça en disant bon, qu'est-ce que vous pensez, ma bonne dame, etc. Il y a tout un travail, une ingénierie qui est travaillée depuis des décennies maintenant. Aujourd'hui, on part du présupposé que le citoyen veut le bien général, enfin l'intérêt général, et est en capacité de comprendre la complexité du monde dans lequel on vit et la complexité de ce que c'est qu'un gouvernement et de ce que c'est qu'un pays, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'aujourd'hui l'éducation passe très peu par ces sujets-là et l'éducation civique est assez abandonnée sur ces sujets-là. Et je me demande si ce ne serait pas même votre engagement de base de dire qu'il faut cette éducation civique-là pour réussir à mettre en place tous ces engagements auxquels je pense qu'on croit tous parce que le constat peut être partagé. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des règles ou comment dire, des valeurs morales à vraiment intégrer, à c'est pas de la morale, hein, c'est de la compréhension du monde et de son fonctionnement. C'est pas des valeurs morales quand même. Ça implique quand même des valeurs morales. Par contre, sur le fonctionnement institutionnel, je suis d'accord. Voilà, le fonctionnement du monde, je suis d'accord. My bad. Sur le fonctionnement institutionnel, je suis d'accord qu'il faut apporter des vraies réflexions en fait, qui sont aux citoyens, mais pas seulement aux enfants, je pense à tous effectivement. Maintenant, que ça intègre les programmes scolaires, etc., bon, c'est déjà le cas, il y a déjà des avancées là-dessus, aucun souci. Mais je pense que c'est justement ce genre de mouvement-là auquel nous appartenons, qui, par le biais de campagnes, peu importe d'ailleurs les campagnes que nous avons menées, députés, enfin, législatives, régionales, etc., c'est dans ces moments-là que nous allons créer cet intérêt-là, ensemble. C'est quand nous tous, nous allons venir à des réunions publiques, s'informer sur le sujet, quand nous tous, nous allons communiquer sur les réseaux sociaux, débattre de l'actualité politique, que là, justement, on va commencer à recréer cet intérêt pour la politique elle-même, pour les institutions, pour les comprendre, mais aussi pour voir penser leur changement. C'est important, effectivement, et je pense donc, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est le cœur du problème, c'est le cœur. Je ne pense même pas que ça nécessite un engagement, je crois que c'est la colonne vertébrale de notre projet. C'est le socle, exactement, d'ouvrir ce débat à tous et à toutes, très clairement. Je pense que pour pouvoir porter et être audible dans la situation politique, il faut aussi quelque part dire un peu autre chose de la façon d'aller chercher des populations qui ne sont pas forcément motivées par les réformes institutionnelles parce qu'ils n'y voient pas le sens que vous y voyez. Et puis deuxièmement, il faut peut-être progressivement, effectivement, trouver à parler à ces populations, à la fois les ramener au processus démocratique qui les ont sans doute ignorés, et puis sans doute commencer à avoir un discours politique qui a aussi une colonne vertébrale sociale. Pour vous répondre, on ne fait pas de politique politicienne, on va faire de la politique citoyenne. Finalement, c'est la vie de la cité. On a besoin par contre de ces 6 propositions. C'est essentiel pour pouvoir justement derrière permettre une démocratisation. Les propositions et puis de la vie politique, on en a longuement parlé. Et vous avez raison, surtout si je prends l'exemple de la circonscription, de la 8e circonscription du Val d'Oise, où pour l'essentiel, les gens se désintéressent de la politique, pour 70% des habitants, si je prends l'exemple de Sarcelles, qui ne votent pas, c'est très important, justement, l'abstention. Et puis ce sont surtout des quartiers très populaires. La question institutionnelle, elle va être renvoyée au visage, c'est évident. Et ils vont surtout s'intéresser à leur propre quotidien. Moi, je suis au chômage, j'ai pas de travail. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour moi ? J'ai pas de place en crèche, c'est compliqué, je peux pas aller travailler ensuite. Donc c'est vraiment des réalités quotidiennes. Mais en même temps, moi je me présente en tant que député, je ne me présente pas en tant que maire. Et puis, en tant que maire, on est censé apporter auprès des administrés des solutions locales, sans rentrer dans le clientélisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la réalité elle est là, que ce soit à Paris, que ce soit dans d'autres territoires, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement.
Nous, ce qu'on va leur proposer, c'est plutôt de réagir par rapport à leurs problématiques quotidiennes. On peut prendre plusieurs exemples. J'ai pris Europa City. La question était de savoir s'il fallait ou pas mettre en place ce projet-là. Il s'avère que j'étais également investi dans un mouvement citoyen pendant les élections régionales, et puis aussi pendant les municipales. Et la question était de savoir s'il fallait évidemment sur ce territoire-là mettre en place un projet comme ça. Bon. On voit bien qu'il n'y a pas d'analyse de la situation. Pourquoi? Parce qu'on veut simplement mettre en place un projet qui vaut 3 milliards. On se désintéresse des citoyens en pensant que ça va marcher. Alors que si on prend les technocrates, on prend les purs analystes économiques, les autres vont dire, mais attendez, sur ce territoire-là, il y a déjà 2 autres centres commerciaux. On a Aéroville et on a Aulnay-sous-Bois. Et puis Paris-Nord. Et ça ne marche pas forcément. Alors pourquoi ça marcherait? Et puis, il faut des habitants qui soient formés. Ils ne sont pas formés. Et comment on les forme à ces métiers-là? Donc c'est très compliqué. Derrière, nous, ce qu'on veut, c'est faire émerger d'autres propositions plutôt locales pour pouvoir ensuite les porter à l'Assemblée. Moi, je ne suis pas là pour donner du travail parce que j'ai un mandat et je vais être en capacité, de par mes moyens et de par mon réseau, de lui donner un travail. Non. Par contre, s'il y a une vraie problématique au niveau du bassin d'emploi, là, je vais faire appel évidemment à des technocrates, je vais faire appel à des techniciens, à des économistes pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi il n'y a pas une adéquation entre l'offre et la demande. Je salue vraiment votre engagement parce que c'est fondamental que les gens puissent sortir hors des clous et je pense que monsieur a apporté à moitié la réponse à la question que je vais poser. Il existe une multitude de raisons qui font qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voter de fait de leur adresse ou de leur nationalité. Il existe tout un cadre de raisons. Votre objectif fondamental que je salue est de gagner des sièges. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Comment est-ce que vous allez sortir ces personnes de l'impossibilité de vote? Parce qu'il faut qu'ils rejoignent le mouvement, même s'ils n'ont pas la possibilité du fait de leur nationalité, par exemple, il faut qu'ils puissent s'engager ou proposer ou vous aider, parce que ce sont des personnes qui de facto se sentent exclues de la question, mais la manière dont vous présentez les choses inclut totalement tout le monde, j'ai envie de dire. Des gens à l'étranger qui nous contactent. Moi, je suis en dialogue permanent avec des gens en Afrique et en Côte d'Ivoire qui parlent du truc, avec qui on échange. Il y a la Suisse, qui est une grande ingénierie déjà dans le domaine. On a aussi des influences suisses. Mais bon, voilà, on travaille aussi avec des comités européens, des mouvements européens. Évidemment, on a vocation au moins à partager tout ça dans un premier temps. Et si vous faisiez allusion au droit de vote des étrangers, tout ce qui va favoriser la démocratie, c'est évident que ça sera au moins à notre agenda. C'est pas dans les 6 propositions, mais vous voyez bien, c'est un air de famille avec tout ce qu'on a proposé.